Pourquoi est-ce si difficile de diagnostiquer un patient? Pourquoi est-ce si long? Pourquoi c'est difficile? Si long. Oui. La plupart des gens, ça va être une évolution très lente. Ça va commencer par des mini-symptômes. Le monsieur qui a remarqué qu'il y a quelques années avait de la difficulté avec ses mouvements fins, la lenteur, se vêtir, boutonner sa chemise, écrire. Toutes des petites tâches quotidiennes qui vont devenir de plus en plus difficiles. Puis, c'est un diagnostic qui est... Le médecin de famille va être probablement le premier répondant. Hein. Je veux dire, le patient n'ira pas d'emblée voir un neurologue qui est spécialisé en maladie de Parkinson. Premièrement, les patients eux-mêmes, avant de consulter, vont attendre que les symptômes soient plus handicapants pour dire, bien, il se passe quelque chose. Puis, vont finir dans le bureau du médecin de famille qui va dire, bien, c'est peut-être ça. Puis là, bien, avec les délais du Québec, va l'envoyer voir un neurologue. Puis, ce n'est pas une maladie actuellement. Il n'y a pas de test de prise de sang. Hein, ce n'est pas une infection des urines que tu vas à l'urgence, passes un petit test d'urine, hop, tu as une infection, on te donne des antibiotiques. C'est pas comme ça. La maladie de Parkinson, il n'y a pas de test actuellement qui peut nous donner le diagnostic. Il n'y a pas de prise de sang pour ça. Le test actuellement clinique, c'est d'essayer la médication. Si ça fonctionne, puis ça améliore les symptômes, on dit « Oups, c'était ça, c'est ça. » Okay? Il y a certaines maladies qui ressemblent à la maladie de Parkinson, mais qui évoluent beaucoup plus rapidement et qui ne répondront pas à la médication. Okay? Ça, il faut faire attention. Puis, l'atrophie MSA en anglais, là, Multisystemic Atrophy, puis il y en a quelques autres là, qui peuvent ressembler, mais qui sont d'autres types de maladies. Il y a des résonances magnétiques actuellement. La plupart des résonances magnétiques sur le marché, c'est des 1,5 Tesla. Ça, c'est la force de l'aimant dans laquelle vous rentrez dans la machine. Une résonance magnétique, c'est un immense aimant, puis il y a une force. 1,5, c'est ce qu'il y a de base généralement. 3 Tesla, c'est un petit peu mieux. Il y en a quelques-unes dans la ville de Québec. C'est une meilleure image du cerveau. Mais une 7 Tesla ou une 9 qui est expérimentale, on prouve, à 7-9 Tesla, tu es capable de commencer à deviner et à voir la dégénérescence de la substance noire, qui est ce que l'autopsie nous montre. Hein? Mais on sait que pour que les symptômes soient là, il y a une vieille croyance qui dit que ça prend 80% des cellules mortes de la substance noire avant d'avoir des symptômes. Donc, Dr. Caron vous a montré une diapositive au début où est-ce que vous aviez à toute fin pratique plus de dopamine du tout chez le patient parkinsonien. Bien, c'est un petit peu comme ça. Mais des 7 et 9 Tesla, ça existe, c'est expérimental, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si passer le corps humain là-dedans, dans cette machine-là, si ça a des effets secondaires. Hein? Parce que c'est un très gros aimant. OK? C'est pour ça que c'est un peu difficile à diagnostiquer la maladie. Avoir mal dans le cou, puis être poigné comme ça, puis tout va mal, puis avoir mal dans la tête aussi. Là. Ouais. Ça fait partie de ça. Bien, il faut faire attention parce que l'arthrose cervicale, le vieillissement des articulations, puis ça, tout le monde va en faire un jour ou l'autre. Il y en a qui commencent ça à 50 ans, d'autres à 70. Mais l'arthrose cervicale, le vieillissement des articulations peut amener à une certaine raideur articulaire avec du spasme musculaire. Il ne faut pas confondre ça. Quelqu'un qui a juste mal dans le cou, qui est raide du cou, ça ne veut pas dire qu'il a le Parkinson. Mais cette personne-là fait du Parkinson. Est-ce que ça peut être associé? De par je vous dirais que est-ce que les patients parkinsoniens développent plus d'arthrose de par la mauvaise position? Possiblement. Okay. Peut-être. Bon. Mais j'ai pas, moi, à ma connaissance, là, je sais pas, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'à 70 ans, un patient parkinsonien, le faire des radiographies, c'est pas quelque chose qui est reconnu dans la littérature médicale, dire un patient parkinsonien à 70 ans va être beaucoup plus arthrosique qu'un autre 70 ans normal. Pas de, dire, on voit des patients, là, moi en neurochirurgie, je vois des patients qui ont 70 ans puis sont bourrés d'arthrose, puis ils n'ont pas d'autres maladies. Là. OK. Bon.
Merci. Bienvenue. Alors, est-ce que, par exemple, une kératose séboréique serait un indicateur ou un indice là, de début de problème? Ben, la kératose séboréique, c'est des taches cutanées qui généralement apparaissent avec le vieillissement et l'âge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu comme pathognomonique de la maladie, là, à moins que. Il n'y a pas de relation, là. Non. Non, merci. Puis, pas plus qu'il y a de relation entre la neuromélanine, et non pas la mélamine, mais la mélanine, le pigment qui fait que la substance noire est noire. Ce sont des cellules de cette région-là du cerveau qui sécrètent ça. Et c'est des cellules nerveuses. Ce n'est pas la même tout à fait mélanine qu'on retrouve dans les mélanocytes, les cellules de la peau qui font qu'on sécrète de la mélanine puis qu'on devient bronzé. Là. Merci. Est-ce que vous avez un patient type pour faire opérer ou tous ceux qui ont le Parkinson peuvent être opérés comme une opération préventive, supposons? Non. Comme je disais, il y a une étude qui avait conclu que 10 à 15 des patients parkinsoniens pourraient être éventuellement candidats à la chirurgie. Okay. Malheureusement, la chirurgie est actuellement réservée aux cas compliqués et après de nombreuses années d'évolution. La plupart des patients, puis nous ici à Québec, on l'a revisé nos chiffres, là, la moyenne de durée d'évolution de maladie avant qu'on les ait opérés, c'est 13 ans. Dans la littérature, ça varie entre 12 à 15 ans. OK? Et là, on se dit, les patients sont plus âgés, la maladie est plus avancée. Est-ce qu'on aurait un effet bénéfique à opérer plus tôt dans la maladie? Bon, là, vous comprendrez qu'il y a des compagnies derrière ça, des compagnies principalement américaines. Donc, les électrodes, ça coûte cher. Il y en a qui font des sous avec ça. L'étude scientifique super bien faite qui va arriver, qui va dire, parce que ça s'est parlé dans des congrès, le courant pourrait sauver les cellules, pourrait protéger les cellules, pourrait ralentir la maladie. Tout ça, ça s'est déjà dit. Pas d'étude qui a prouvé ça, sauf une qui a été vraiment bien faite, qui est passée dans le New England Journal of Medicine, qui est comme notre Bible en médecine, là, de revue. Généralement, les articles qui passent là-dedans sont bien faits. La critique est difficile à monter contre. C'est des études qui, généralement, donnent le ton. Et il y a une étude qui a conclu que le early surgery, la chirurgie précoce, serait mieux. C'est-à-dire d'opérer des patients à 3-5 ans d'évolution plutôt qu'à 10 à 15 ans d'évolution. Mais c'est pas, malgré que l'étude était vraiment bien faite, ça n'a pas été là, lancé dans la communauté médicale. Bien, présentement, je suis dans le processus pour être opéré, mais c'est sûr. Mais vous voulez savoir aussi, c'est que les dangers sont là, mais si la personne veut vraiment faire opérer, il n'y aura pas de problème pour... Ça prend un consentement éclairé. Il Okay. faut savoir ce qui vous attend. C'est une journée c'est une journée difficile, là. C'est une journée qui dure toute la journée. Hein? Une chirurgie qui dure toute la journée. C'est sûr. Et il y a des complications possibles. OK? Oui. Là, actuellement, vous n'êtes pas paralysé. Si vous faites opérer puis que vous avez le côté gauche tout paralysé, vous allez dire, avoir su, je ne me serais pas fait opérer. Hein? J'aurais enduré de prendre mes pilules puis j'aurais vécu comme ça. Premièrement, je voulais savoir sur les nouvelles techniques que j'ai eu connaissance dernièrement. Est-ce que vous pensez que, comme je sais qu'ici, à Québec, il y a un neurobiologiste, je crois, qui s'appelle Cyril Schneider, qui pratique la stimulation magnétique transcrânienne et qui aurait des effets bénéfiques sur les gens qui ont le Parkinson, sur les symptômes comme la rigidité, le tremblement, etc. Je sais que ce n'est pas une cure ou c'est seulement temporaire, mais ceci dit, combiné à la médication, est-ce que ça ne pourrait pas être quelque chose d'un peu moins invasif que la chirurgie, là? C'est curieusement, tout le monde a peur des cellulaires, que les cellulaires nous donnent des cancers au cerveau, c'est des ondes. On a peur des lignes de haute tension hydroélectriques parce que demeurer en dessous d'une ligne hydroélectrique, ça peut être dangereux puis qu'on développe des tumeurs cérébrales.
Puis d'un autre côté, on sert du courant pour essayer de soulager les symptômes. La RTMS, là, la Transmagnetic Stimulation, ouais, RTMS, peu importe le nom, c'est l'application d'un champ magnétique. Hein, c'est 2 gros beignes qu'on applique sur la tête, puis il faut que le patient ne bouge pas. Puis là, ben, ça crée des champs magnétiques qui vont aller stimuler les cellules nerveuses, puis il faut que le patient porte ça plusieurs heures. Il y a eu des effets bénéfiques rapportés. Le problème, c'est que tu ne peux pas te promener 24 heures sur 24 avec ça. Non, mais ça a quand même un effet sur un certain temps, la période, de 1 à 3 mois. Là. Ça a été rapporté, mais il y a une étude récemment qui vient de sortir pour dire que ça ne fonctionne pas. Okay? La communauté médicale est en train d'abandonner cette thérapie-là pour la dépression, pour les troubles du mouvement, parce que ça a été essayé à toutes les sauces. Okay. Mais c'est en train d'être abandonné dans la littérature. Il y a des articles solides qui sont sortis pour dire que... Mais ça n'a pas d'effet à long terme négatif. C'est une maladie pour laquelle on n'a pas de guérison et de traitement qui guérit. Donc, c'est un petit peu comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques ou toutes les autres maladies. On peut essayer ce qu'on veut. Hein? Oui. Je veux dire, c'est comme quand tu as mal dans le dos, puis tu vas avoir 2-3 spécialistes qui disent on ne peut rien faire pour ton dos. Tu peux payer plein d'autres traitements sur la planète. Ça en vient à un autre traitement que j'ai pu voir qui était l'ultrason guidé par IRM aussi, qui a été effectué au Maryland, au Centre médical Maryland. Ceci dit, c'est très récent. Là. La patiente, elle saute partout, ça va bien. Ce que je voulais en venir, c'est que il semble avoir une direction vers la destruction des corps de l'ouïe, parce qu'on sait que c'est ce qui s'accumule avec la maladie, l'agent neurotoxique. Est-ce que vous croyez que ça peut au moins aider les symptômes à moyen terme, un peu comme qu'est-ce qu'ils font à Georgetown avec la drogue Tasigna qui est contre la leucémie? Ça semble avoir un certain effet positif aussi sur les symptômes. Est-ce que vous pensez que ça peut tranquillement développer vers combinaisons? Il ne faut pas avoir d'objection contre la recherche. Non, non. Je veux dire, l'idée d'essayer de détruire les corps de l'ouïe ou encore l'idée de les prévenir de par l'alimentation ou par peu importe quel autre moyen neuroprotecteur, d'empêcher qu'ils se forment, puis s'ils sont formés, de les faire disparaître. Je veux dire, c'est aussi bon que d'aller mettre un électrode puis de stimuler. Là. Oui, c'est ça. Je veux dire, toutes ces avenues-là sont bonnes. Actuellement, on n'a rien qui guérit. Non, donc, c'est ça. Mais tout le monde veut trouver la guérison. Mais la question, est-ce qu'à Québec, il semble avoir une il n'y a personne à Québec qui fait vers les ultrasons guidés, résonance magnétique, non. Okay. Ça se fait dans certains centres sur la planète, mais ce n'est pas quelque chose qui est répandu. Puis ce n'est pas quelque chose qui se fait ici au Québec, puis même au Canada. OK. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Dernière question. Je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'un neurologue donne les patchs au lieu du lévodopa et Azilec? Est-ce que c'est mieux de commencer avec les patchs parce que c'est moins fort ou c'est mieux d'aller directement avec lévodopa et Azilec? Chaque neurologue, c'est un petit peu comme la sauce à spaghetti, hein, je m'excuse. Okay. Chaque mère de famille fait une excellente sauce, mais jamais de la même façon. Okay. Donc, la médecine, c'est pas quelque chose qui est, malgré tous nos articles scientifiques, malgré tout, il faut rester humble. La médecine, les pilules, vous avez vu, docteur Calon, la diapositive de toutes les sortes de médicaments qui existent actuellement sur le marché, laquelle tu donnes en premier, laquelle façon tu la donnes, combien tu en donnes, puis comment tu commences le traitement, puis si une ne fait pas effet, par où tu vas la deuxième, c'est quoi ton deuxième choix, ton troisième choix. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de neurologues surspécialisés en Parkinson. Il y en a 3 officiellement, il y en a 4 ici officiellement dans la région de Québec. À Montréal, je n'ai pas le décompte, mais c'est moins d'une vingtaine au Québec. Là. Donc, si vous allez voir ça, chaque neurologue va avoir sa petite recette et c'est pas, c'est ça, c'est quelque chose d'individuel
le choix du neurologue puis par rapport aux symptômes du patient aussi. L'âge du patient, la comorbidité. Puis si on fait du sport, est-ce qu'on peut comme diminuer ralentir la maladie? Mettons, si on devient super sportif, puis on en fait tous les jours, puis parce que la dopamine, quand on fait du sport, on génère de la dopamine, puis si, mettons, on en fait vraiment, est-ce que ça a comme un effet... Oui, on pourrait aller jouer au casino aussi, parce que la dopamine, c'est celle qui nous fait jouer. Ben non, si on jouait beaucoup, on... Je sais pas, là. Mais comprenez-vous que je vais essayer? Oui, mais l'exercice est bon. Ouais. OK? L'exercice est bon, c'est ce qui est reconnu dans de la littérature pour les patients qui ont la maladie de Parkinson, pour diminuer l'évolution, leur permettre d'être fonctionnel le plus longtemps possible. L'exercice est bon. Même dans des centres de réadaptation, ils ont les vieilles consoles Wii, là, où est-ce que tu te mets devant la TV puis tu danses avec le petit bonhomme en avant, là, où tu fais des exercices. Tout ça est reconnu comme étant efficace. Par contre, je ne me souviens pas trop il y a quelqu'un qui m'a sorti quelque chose, un article contre l'exercice, là, mais je ne me souviens plus c'était quoi l'argument, là. Mais la majorité des gens recommandent l'exercice. Ce n'est pas une question juste de dopamine, là, mais c'est une question de rester actif. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur l'exercice. Non? C'est bon, l'exercice. C'est bon. C'est bon. OK. Vous aviez une courte question? Oui. Joanne Dumont. Félicitations pour cette conférence aux 3 panélistes. Ça a été très éclaircissant et très encourageant. J'aimerais savoir, Dr Quentin, est-ce que vous pouvez nous nommer les 4 neurologues spécialisés en Parkinson à Québec? Ben, ça nous éviterait de magasiner puis de chercher. Ben là, c'est parce que je viens de Québec, puis... voulez-vous me les dire dans le privé? Ce serait peut-être plus éthique. D'accord, merci.